Les mots n'ont pas éclaté comme du verre. Ils sont tombés avec le bruit sourd et lourd d'un mauvais investissement. Je me tenais dans le hall minimaliste de la galerie d'art, la climatisation ronronnant contre mon tailleur sur mesure. « Faites sortir cette mendiante. » Mon père l'a dit assez fort pour que chaque investisseur et influenceur présent dans la pièce l'entende. Sa voix dégoulinait de ce dégoût arrogant et familier. L'agent de sécurité, un homme nommé David que j'avais personnellement embauché, s'est figé. Sa main a hésité près de mon coude, ses yeux faisant la navette entre mon père et moi dans une confusion totale. Il savait qui signait ses chèques de paye. Mon père, lui, l'ignorait. Je n'ai pas scié. Je ne l'ai pas corrigé. J'ai simplement croisé le regard de David, fait un signe de tête microscopique pour lui ordonner de ne pas bouger, et j'ai tourné les talons. Si mon père voulait une mendiante, j'allais lui montrer à quoi ressemblait vraiment la pauvreté. Avant de plonger plus loin, laissez un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez et quelle heure il est chez vous. J'adore savoir qui fait partie de notre communauté. J'ai traversé le parking souterrain, les murs de béton amplifiant le silence qui s'était installé dans ma voiture. C'était un silence lourd, suffocant, le genre qui précède généralement une tempête. Mais dans ma tête, il n'y avait pas de tempête. Il n'y avait que le ronronnement d'une salle de serveur, le cliquetis précis des données qui se mettaient en place. J'ai sorti mon téléphone de mon sac. L'écran brillait, illuminant l'habitacle de ma voiture, comme un centre de commande. Je me suis connectée à mon application bancaire professionnelle. Les chiffres me fixaient. Net et indéniable. 17 000 €. C'était le virement en attente pour la location de la salle. Cette même salle où mon père venait de me traiter de mendiante. 22 000 €. La compte pour la retraite d'influenceur de Chloé à Bali, conçue pour lancer sa marque à l'international. 110 000 €. La ligne de crédit d'exploitation que j'avais discrètement garantie pour garder son entreprise solvable pendant qu'elle jouait à la PDG. Mon pouce a plané au-dessus de l'écran. Pendant des années, j'avais traité ces chiffres comme des dépenses nécessaires. C'était le coût pour faire affaire avec ma famille. Mais les heures de bureau étaient terminées. Je n'ai pas hésité. Je n'ai pas tremblé. J'ai appuyé sur foi. Annuler foi pour le virement de la salle. J'ai appuyé sur foi. Révoquer foi pour l'autorisation de voyage. J'ai appuyé sur foi Geller foi pour la ligne de crédit. Rupture de contrat. Liquidation immédiate. Alors que les notifications de confirmation défilaient, un souvenir a forcé le passage vers la surface. Ce n'était pas un souvenir heureux. J'avais 22 ans. Je dormais sur un pouf, sous mon bureau, dans un incubateur de start-up. Je ne m'étais pas douché depuis 2 jours parce que je codais un correctif qui deviendrait l'épine dorsale de ma première revente réussie. Je me souvenais avoir appelé à la maison, épuisée, voulant juste entendre la voix de ma mère. Elle avait ri. Elle m'avait dit que j'avais l'air horrible sur la photo que j'avais envoyée. Elle m'avait demandé pourquoi je gâchais ma vie à fixer des écrans alors que Chloé sortait se faire des contacts et bâtir une marque. Chloé, qui utilisait l'argent de mes frais de scolarité pour organiser des brunchs. Chloé, qui ne s'était jamais couchée après minuit pour autre chose qu'une ouverture de boîte de nuit. Il me traitait d'ennuyeuse, de bourreau de travail, d'invisible. Mais il ne me traitait jamais d'invisible quand les factures arrivaient. Pour ça, j'étais essentielle. Je me suis adossée au siège en cuir, regardant les bannières transactions annulées glisser sur mon écran. Pourquoi avais-je fait ça? Pourquoi les avais-je financées si longtemps? Ce n'était pas parce que j'étais faible, c'était parce que j'étais une joueuse. J'étais tombée dans le sophisme du parieur, version amour familial. Je regardais ma relation avec ma famille comme une machine à sous qui n'avait rien payé depuis des années. Je continuais à l'alimenter en pièces, en temps, en argent, en dignité, convaincue que parce que j'avais tant misé, un gain était inévitable. Je me disais que le prochain chèque serait celui qui déclencherait le jackpot, que le prochain sauvetage serait celui qui les ferait m'aimer. Je pensais que si j'investissais assez de capital, le marché se corrigerait de lui-même. Je pensais que l'affection était une marchandise que je pouvais acheter si je m'alignais sur le prix demandé. Mais la maison gagne toujours. Et ma famille était un jeu truqué. Je n'étais pas une investisseuse pour eux. J'étais le pigeon. Ce soir, je ne quittais pas la table parce que j'étais fauchée. Je partais parce que j'avais enfin réalisé que la machine était cassée. Je ne perdais pas une famille. Je limitais la casse. J'ai pris une profonde inspiration, l'air du garage ayant un goût d'essence et de béton froid. J'ai verrouillé mon téléphone. Les actifs étaient gelés. Le crédit était mort. Le silence dans la voiture n'était plus lourd.
Il était propre. Le trajet du retour fut un flou de réverbères et de notifications. Mon téléphone vibrait dans le porte-gobelet contre le plastique toutes les quelques secondes comme un insecte piégé. Au moment où je suis entrée dans mon appartement, le silence de mon sanctuaire a été brisé par le bruit numérique s'accumulant dans ma poche. Je n'ai pas allumé les lumières. Je me suis juste assise au bord de mon canapé et j'ai déverrouillé l'écran. Je m'attendais à de la colère. Je m'attendais à de la panique. Ce que j'ai eu, c'est une masterclass en réécriture de l'histoire. Il y avait 32 nouveaux messages. Pas un seul ne demandait pourquoi j'étais partie. Pas un seul ne demandait si j'allais bien. C'était des exigences. Rallume tout. Tu gâches tout. Comment peux-tu être aussi égoïste? Ah, cran. Puis j'ai ouvert les réseaux sociaux. Et c'était là. La campagne de rumeurs. Totalement militarisée. Chloé avait posté un selfie. Évidemment, elle pleurait, le mascara artistiquement étalé, regardant la caméra, avec de grands yeux dévastés. La légende était un roman. J'ai le cœur brisé d'annoncer que le lancement de ce soir a été compromis. Ma sœur, avec qui je suis en froid, et qui lutte contre une grave instabilité mentale depuis des années, a décidé de saboter mon rêve lors d'un épisode maniaque. S'il vous plaît, priez pour sa guérison et pour notre famille alors que nous traversons cette crise. Astérisque. J'ai fixé les mots foi instabilité mentale. L'air a quitté mes poumons dans un sifflement aigu. Ce n'était pas juste un mensonge. C'était la réponse à une question que je ne savais même pas que je posais. Pendant des années, je me suis demandé pourquoi je n'étais pas invitée au gala, au dîner, aux fêtes. Je pensais qu'ils avaient juste honte de mon travail, ou de mon manque de glamour, mais c'était plus sombre que ça. Ils ne m'avaient pas simplement exclue, ils m'avaient pathologisée. Ils racontaient aux gens que j'étais folle pour justifier mon absence. Ils utilisaient un mensonge sur ma santé pour couvrir la vérité sur leur cupidité. Si j'étais instable, ils n'avaient pas à expliquer pourquoi la sœur qui payait tout n'était jamais sur les photos. C'était brillant. Et c'était diabolique. Puis j'ai repensé à mon père dans ce hall. Faites sortir cette mendiante. Pourquoi utiliser ce mot? Pourquoi traiter la femme qui finance ton existence de mendiante? C'était l'illusion de pouvoir du portefeuille vide. Mon père savait, au plus profond de la partie la plus sombre et la plus honnête de son subconscient, que c'était lui le dépendant. Il savait qu'il était le mendiant, et ce savoir le rongeait vivant. Pour survivre à son propre ego, il devait projeter cette faiblesse sur moi. Il devait m'humilier publiquement pour abaisser mon statut dans son propre esprit. S'il pouvait faire en sorte que le monde me voie petite, alors, pour un instant fugace, il pouvait se sentir grand. Il ne me criait pas dessus dans ce hall. Il criait après son propre reflet. Des coups lourds sur ma porte d'entrée m'ont sorti de mon analyse. Ce n'était pas une frappe polie. C'était une sommation. J'ai marché vers la porte, mes chaussettes glissant sur le parquet. Je n'ai pas demandé qui c'était. Je savais. J'ai glissé la chaîne de sécurité et entrouvert la porte de 7 centimètres. Thomas, le mari de Chloé, se tenait dans le couloir. Il ressemblait à un homme dont la vie venait d'être annulée. Sa chemise était à moitié sortie, son visage rouge d'une colère marbrée. « Règle ça », a-t-il sifflé, en voyant mon visage dans l'entrebâillement. Tout de suite, les fournisseurs se barrent. Les traiteurs remballent les camions. Tu dois débloquer les fonds. Je l'ai regardé, vraiment regardé. J'ai vu la panique, mais j'ai aussi vu le sentiment d'avoir tous les droits. Il ne voyait pas une personne. Il voyait un distributeur automatique cassé qu'il fallait frapper jusqu'à ce qu'il crache du liquide. « C'est ta famille, Hélène », a-t-il craché en s'approchant, son haleine sentant le whisky cher et le désespoir. « Tu leur dois bien ça. » J'ai attrapé le dossier que j'avais laissé sur la console de l'entrée. Je l'ai glissé à travers la fente de la porte. Il a heurté son torse avec un claquement mou. « C'est quoi ça ?» a-t-il demandé, en le saisissant. « Bail commercial, avis de résiliation », ai-je dit, ma voix stable, dénuée du tremblement qu'il cherchait. Article 4, paragraphe 2. Conduite du locataire préjudiciable à la réputation du propriétaire. Il a cligné des yeux, la confusion luttant avec la rage. « Je ne dois rien à des locataires qui endommagent la propriété », ai-je dit. Et la banque est fermée. Je n'ai pas attendu sa réponse. Je n'ai pas attendu les menaces inévitables ou les supplications qui suivraient quand la colère s'épuiserait.
J'ai simplement fermé la porte et tourné le verrou. Le bruit de la serrure s'enclenchant fut la chose la plus bruyante que j'ai entendue de toute la soirée. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Le sommeil semblait être un luxe pour les gens qui n'ont pas d'ennemis dormant dans leur chambre d'amis. Ou dans mon cas, vivant de mes capitaux propres. Au lieu de cela, j'ai passé les heures entre minuit et l'aube à compiler des données. À 8 heures du matin, je n'étais plus juste une fille en colère. J'étais une plaignante. J'ai engagé Justine non pas parce qu'elle était gentille, mais parce qu'elle était létale. C'était une experte comptable judiciaire devenue avocate qui regardait les arbres généalogiques et ne voyait que des tableaux de passifs. Quand je suis entrée dans son bureau, une cage de verre surplombant la ville, je n'ai pas apporté de mouchoir. J'ai apporté 3 disques durs. Je veux un Audi, lui ai-je dit en posant les disques sur son bureau en obsidienne. Une autopsie complète, personnelle, professionnelle et historique. Justine a haussé un sourcil, tapotant un ongle manucuré contre le boîtier métallique. Historique? Ça va coûter cher. Hélène. Et ça va être laid. Habituellement, les clients veulent arrêter quand ils trouvent les premiers 100 000. Je ne veux pas m'arrêter, ai-je dit. Pendant des années, cette bourse avait été le veau d'or de notre mythologie familiale. Mes parents prétendaient avoir vendu un héritage familial précieux. Une broche en diamant laissée par ma grand-mère, pour financer la première tentative de start-up de Chloé. C'était l'histoire qu'ils racontaient à chaque dîner pour illustrer leur sacrifice et le destin de Chloé. C'était la raison pour laquelle ils ne pouvaient pas m'aider avec mes frais de scolarité. On a tout donné à Chloé, disait-il, parce qu'elle avait la vision. Trouvez l'acte de vente de cette broche, ai-je ordonné. Je veux savoir qui l'a acheté. Justine a hoché la tête. Si ça existe, je le trouverai. 2 jours plus tard, la convocation est arrivée. Justine ne m'a pas appelé. Elle a envoyé un coursier. Le message était simple. Venez. Maintenant, quand je suis arrivée, l'atmosphère de son bureau avait changé. L'air était fin, tranchant. Justine n'était pas assise derrière son bureau. Elle se tenait près de la fenêtre, tenant une seule feuille de papier. « Asseyez-vous » a-t-elle dit. Ce n'était pas une suggestion. Elle a fait glisser le papier sur le bureau. Ce n'était pas un reçu pour une broche. C'était un contrat de prêt d'un prêteur usuraire, daté d'il y a 10 ans. « La bourse n'a jamais existé », a dit Justine, sa voix dénuée de pitié. « Ils n'ont jamais vendu l'héritage. En fait, votre mère portait la broche sur une photo Instagram à Noël dernier. J'ai fixé le document. Le montant du prêt était de 50 000 €. Le taux d'intérêt était criminel. Alors d'où venait l'argent ? Ai-je demandé, bien qu'un œuf froid se resserrait déjà dans mon estomac. Regardez la signature, a dit Justine. J'ai regardé. Là, au bas de la page, il y avait mon nom. Hélène Vance. L'écriture était une tentative tremblotante et bouclée d'imiter la mienne. Le souvenir m'a frappé comme un coup physique. Il y a 10 ans, j'avais dit à 8 ans. J'avais commencé à recevoir des appels d'huissiers. J'étais terrifiée. Quand j'avais interrogé mes parents à ce sujet, ils m'avaient dit que j'avais dû cliquer sur un lien de phishing, que j'avais été irresponsable avec mon identité en ligne. Ils m'avaient fait la leçon pendant des heures sur la littératie financière. Ils m'ont regardé travailler 3 boulots pour payer mon erreur. J'ai remboursé ce prêt. Chaque centime. J'ai passé 2 ans à manger des nouilles instantanées et à couper le chauffage pour réparer un gâchis que je pensais avoir créé. Ils n'ont pas vendu une broche, ai-je chuchoté, la réalisation faisant tourner la pièce. Ils ont vendu mon crédit. Usurpation d'identité, a corrigé Justine. Faux et usage de faux. Escroquerie. Ils ont contracté un prêt à votre nom pour financer la vision de Chloé. Vous ont laissé le rembourser et vous ont manipulé pour vous faire croire que vous étiez l'incompétente. J'ai touché la signature. C'était l'écriture de ma mère. Je pouvais voir la façon dont elle barrait ses T, une fioriture qu'elle pensait élégante, mais qui n'était en fait qu'une preuve. Ils n'avaient pas seulement volé mon argent, ils avaient volé ma réalité. Pendant une décennie, j'ai cru que j'étais nulle avec l'argent. J'ai cru que j'étais négligente. J'ai porté cette honte comme une pierre. Et ils m'ont regardé la porter. Ils m'ont regardé payer pour leurs crimes et ont appelé ça une leçon de vie. « Qu'est-ce que vous voulez faire ?» a demandé Justine. « On peut poursuivre au civil pour dommages et intérêts. C'est gagné d'avance. » J'ai levé les yeux. La honte avait disparu. À sa place, il y avait quelque chose de froid, de dur et d'absolument nécessaire. « Le civil, c'est pour les litiges, ai-je dit. Ça, c'est un crime.
J'ai repoussé le papier sur le bureau, préparé la plainte et appelé la police. J'ai convoqué la réunion à 21h. La galerie était sombre, dépouillée des flûtes à champagne et des compositions florales qui avaient coûté plus cher que ma première voiture. La seule lumière provenait d'un unique projecteur ronronnant sur la table de conférence, projetant un carré blanc et austère sur le mur du fond. Je me suis assise en bout de table, mes mains jointes sur le dossier d'audit. Je n'étais pas nerveuse. La nervosité implique l'incertitude, et je n'en avais plus aucune. J'avais les maths. Ils sont arrivés avec 10 minutes de retard, une démonstration de pouvoir qui semblait pathétique vu les circonstances. Philippe a poussé les portes en verre, manquant de les briser. Il est entré en marchant au pas, suivi de Catherine, Chloé et d'un homme dans un costume mal ajusté, que je supposais être leur avocat. Il avait l'air épuisé, comme un homme qui avait réalisé trop tard que ses clients ne pouvaient pas payer ses honoraires. « Pour qui tu te prends » attonnait Philippe, sa voix résonnant dans l'espace vide. Nous enfermer dehors de notre propre lancement, convoquer des réunions au milieu de la nuit. Tu as perdu la tête, Hélène. Chloé était juste derrière lui, le visage bouffi d'avoir pleuré, serrant son téléphone comme un talisman. Tu es jalouse, a-t-elle craché. C'est tout ce que c'est. Tu ne supportais pas que je réussisse. Alors tu as dû tout brûler. Je n'ai pas parlé. Je ne me suis pas défendue. J'ai simplement appuyé sur un bouton de mon ordinateur portable. Le projecteur a pris vie. Sur le mur, haut de 3 mètres, est apparu un document. Ce n'était pas un bail. C'était un audit ligne par ligne des dépenses d'exploitation de la marque pour les 10 à 8 derniers mois. « Asseyez-vous » ai-je dit. Ma voix n'était pas forte, mais elle a traversé leur bruit comme un scalpel. « On ne s'assoit nulle part tant que tu ne débloques pas les comptes » a crié Thomas en s'avançant. « Asseyez-vous » ai-je répété. « Ou j'envoie ce PDF au fisc tout de suite. » La menace du contrôleur fiscal a fait ce que la décence n'avait pas pu faire. Ils se sont assis. Je me suis levée et j'ai marché vers l'écran. « Passons en revue les résultats trimestriels » ai-je dit en tapotant la projection. Ou plutôt, les détournements trimestriels. J'ai fait défiler. L'écran est devenu flou, puis a fait la mise au point sur une série de retraits totalisant 40 000 €. Point numéro 1, ai-je dit. Voyage d'études de marché. J'ai cliqué sur la diapositive suivante. C'était une comparaison côte à côte. À gauche, les dates de retrait. À droite, les photos géolocalisées de Philippe dans un casino à Las Vegas. « Papa » ai-je dit en le regardant. « Tu n'es pas un chercheur de marché. Tu es un accro au jeu. » Catherine a haleté, sa main volant à sa bouche. Le visage de Philippe a viré à une nuance dangereuse de violet. « C'était du réseautage » a-t-il balbutié. « Je rencontrais des investisseurs. And infusing expenses. Tu jouais au baccarat, ai-je corrigé. Et tu as perdu. J'ai fait défiler à nouveau. Point numéro 2. Acquisition de stocks. L'écran montrait des factures pour des sacs à main de luxe, des chaussures de créateur et un leasing pour une Range Rover. « Chloé, ai-je dit, tu ne vends pas de chaussures. Tu vends des filtres numériques. Pourquoi l'entreprise loue-t-elle une voiture que tu conduis pour aller bruncher? C'est pour l'image, a hurlé Chloé. Tu ne comprends rien au branding. Il faut avoir le look. Tu as le look d'une voleuse, ai-je dit. L'avocat s'est raclé la gorge. Mademoiselle Vance, bien que ses dépenses puissent être irrégulières, c'est une affaire civile. Un litige familial concernant l'allocation des fonds. Vraiment? Ai-je demandé. Je suis retournée à la table et j'ai ramassé la feuille de papier unique que Justine m'avait donnée. Celle qui changeait tout. Il ne s'agit pas de mauvaise comptabilité, ai-je dit en faisant glisser le papier vers le centre de la table. Il s'agit du capital de départ. J'ai projeté l'image finale. Le document de prêt. La signature falsifiée. La pièce est devenue si silencieuse que je pouvais entendre le ronronnement du réfrigérateur dans la salle de pause. Il y a 10 ans, ai-je dit, mes yeux verrouillés sur ma mère. Tu m'as dit que tu avais vendu la broche de grand-mère pour financer le rêve de Chloé. Tu m'as dit que tu avais sacrifié ton héritage pour son avenir. Catherine a baissé les yeux vers la table, refusant de croiser mon regard. Tu n'as pas vendu une broche, ai-je continué. Tu m'as vendu. Tu as contracté un prêt usuraire à mon nom, imité ma signature, et tu m'as laissé passer ma vingtaine à rembourser une dette que je ne devais pas. Tu m'as regardé faire 3 boulots, tu m'as regardé sauter des repas, tu m'as fait la leçon sur la responsabilité pendant que tu dépensais de l'argent volé. Philippe a frappé du poing sur la table.
On a fait ce qu'on devait faire. Tu étais la forte. Tu pouvais le gérer. Chloé avait besoin d'aide. Je n'avais pas besoin d'aide, ai-je dit. J'avais besoin de parents. J'ai pointé l'écran. Cette signature? Ce n'est pas une erreur, papa. C'est un faux et usage de faux. C'est une usurpation d'identité. C'est une escroquerie. Je me suis penchée en avant, posant mes mains à plat sur la table. Ce n'est pas un litige civil. C'est un crime. 15 ans de réclusion. Criminel minimum. La fanfaronnade a quitté Philippe instantanément. Il s'est affaissé sur sa chaise, paraissant soudain très vieux et très petit. L'arrogance avait disparu, remplacée par la clarté terrifiante des conséquences. Chloé regardait ses parents, attendant qu'ils arrangent ça, attendant le mensonge qui la sauverait. Mais il ne restait plus de mensonge. Les comptes étaient faits. Donc, ai-je dit en ouvrant le dossier qui contenait l'accord de cession. Voici comment ça va se passer. J'ai fait glisser le dossier sur la table. Il s'est arrêté directement devant leur avocat. Un bloc noir de jugement sur le stratifié blanc. Option A, ai-je dit, ma voix plate. Je dépose la plainte. Je remets l'audit judiciaire au procureur de la République. Vous allez au tribunal pour faux, fraude et abus de confiance. Vous perdez la maison. Vous perdez les voitures. Vous perdez votre liberté. J'ai regardé Chloé. Elle tremblait, son mascara coulant en ruisseaux sombres sur ses joues. Option B, ai-je continué? Vous signez ça? L'avocat a ouvert le dossier. C'était un accord de cession d'actifs, une liquidation complète et totale de leur empire pour couvrir les dettes qu'ils avaient accumulées en mon nom et les fonds qu'ils avaient détournés des comptes de l'entreprise. Vous cédez 100% des parts de la marque. Ai-je énuméré? Vous transférez le bail de la galerie. Vous liquidez le stock pour rembourser les fournisseurs que vous avez arnaqués. Vous signez une confession admettant la falsification que je garderai dans un coffre-fort si jamais, au grand jamais, vous me contactez à nouveau ou si vous me dénigrez publiquement. Cette confession va directement chez le procureur. Chloé a laissé échapper un son qui était moitié sanglot, moitié cri. Tu ne peux pas prendre la marque. C'est mon nom. C'est ma vie. Je l'ai regardé. Sa robe de créateur achetée avec de l'argent volé. Ce visage qui avait lancé 1000 mensonges. Tu n'as pas de marque, Chloé. Ai-je dit. Tu as un déficit. Elle a regardé son mari, puis nos parents. Elle attendait qu'il la sauve, comme il l'avait toujours fait. Mais Philippe fixait la table. Vaincu par le poids de 15 ans de prison, Catherine pleurait silencieusement dans un mouchoir. L'avocat a fermé le dossier et l'a poussé vers Philippe. Il n'a pas dit un mot. Il n'avait pas à le faire. Son silence hurlait qu'il n'avait plus aucune carte à jouer. Philippe a pris le stylo. Sa main tremblait, non pas de chagrin, mais de la rage d'un homme qui avait enfin rencontré une limite qu'il ne pouvait pas franchir par la force. Il a signé, puis Catherine, puis Chloé, sanglotant si fort qu'elle pouvait à peine tenir le stylo. Je les ai regardés signer la fin de leurs illusions. Ça ne ressemblait pas à un triomphe. Ça ne ressemblait pas à de la joie. C'était comme nettoyer une plaie, douloureux, nécessaire et stérile. Ce n'était pas un tour d'honneur, c'était une saisie. Sortez, ai-je dit quand la dernière signature fut sèche. Ils sont partis en silence. Personne ne s'est retourné. La porte s'est refermée, me laissant seule dans la galerie sombre avec le projecteur qui ronronnait encore, illuminant la preuve de leur crime. Je suis restée assise là longtemps, à écouter le silence. C'était la première fois de ma vie que je ne payais pas pour le bruit. 6 mois plus tard, je me tenais dans la même galerie. Elle était vide maintenant. Les murs étaient nus, les luminaires coûteux vendus, les sols polis éraflés par les déménageurs. J'avais passé les 6 derniers mois à agir comme exécutrice de leur faillite. J'ai tout liquidé. Les sacs de luxe, les voitures en leasing, le mobilier de bureau. J'ai utilisé chaque centime pour rembourser les fleuristes, les traiteurs, les petits entrepreneurs que ma famille avait essayé d'escroquer. Je me suis assurée que chaque fournisseur soit indemnisé. Je n'ai pas gardé un sou. Je ne voulais pas de leur argent. Je ne voulais pas de leur héritage souillé. Je voulais un grand livre comptable propre. Mes parents avaient déménagé dans une petite location à 2 villes de là. Philippe travaillait à temps partiel. Chloé avait disparu des réseaux sociaux, sa carrière d'influenceuse implosant au moment où le financement s'est tari. Je ne leur avais pas parlé depuis cette nuit dans la salle de conférence. Mon téléphone était calme. Mes emails étaient ennuyeux. Ma vie était plus petite, être.
Plus solitaire, certainement. Mais c'était la mienne. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée de la galerie. L'air sentait la poussière et la peinture fraîche, l'odeur d'une page blanche. J'ai pris la clé dans ma poche, verrouillé la porte en verre et laissé tomber la clé dans la fente à courrier. Je suis partie sans me retourner. Je me suis assise à une table d'angle dans un café, la vapeur de mon latte s'enroulant contre l'écran de mon nouvel ordinateur portable. Ce n'était pas un bureau d'entreprise. Ce n'était pas une cage de verre. C'était juste une table, mais c'était le quartier général de quelque chose de réel. J'ai tapé la phrase finale de la déclaration de mission et j'ai cliqué sur foi. Publier. Le site web a été mis en ligne. Le fonds bilan. Ce n'était pas une charité. C'était une société de capital risque. Mais les critères d'investissement étaient spécifiques. Nous financions des femmes dans la tech, des femmes qui avaient été ignorées, des femmes qui avaient été les partenaires silencieuses de leur propre famille, celles qui gardaient les lumières allumées pendant que les autres saluaient la foule. J'ai souri en regardant le site chargé. J'investissais enfin dans les bonnes personnes. Je pariais sur les outsiders, les bosseuses, celles qui connaissaient la valeur d'1 € parce qu'elles avaient dû gagner chacun d'eux 2 fois. Je me suis adossée, regardant par la fenêtre la ville en mouvement. J'ai pensé à la fille qui dormait sous son bureau. J'ai pensé à la femme qui payait pour une fête, à laquelle elle n'avait pas le droit d'assister. J'ai pensé à la fille qui avait remboursé une falsification pour sauver la réputation de ses parents. À leur place, il y avait quelqu'un qui savait exactement ce qu'elle valait. Et si vous écoutez ceci, j'ai besoin de vous parler. Oui, vous, à l'investisseuse invisible, à la fille qui règle les problèmes qu'elle n'a pas créés, au frère ou à la sœur qui paie la caution, le loyer et les frais de scolarité, pour s'entendre dire qu'elle a de la chance d'avoir une famille. Je vous vois. Je connais le poids de ce carnet de chèques. Je connais l'épuisement d'acheter un amour qui n'est jamais livré. Vous n'êtes pas une banque. Vous n'êtes pas un filet de sécurité. Vous êtes la PDG de votre propre vie. Et vous avez laissé des gens avec un mauvais crédit diriger votre conseil d'administration depuis trop longtemps. Arrêtez d'attendre le retour sur investissement. Il ne viendra pas. Ils ne se réveilleront pas un jour en réalisant ce que vous avez sacrifié. Ils ne réaliseront ce qu'ils ont perdu que lorsque vous fermerez le compte. Alors fermez-le. Auditez votre vie. Regardez les transactions. Si l'amour que vous recevez ne correspond pas au capital que vous investissez, déclarez la faillite de cette relation. Coupez la ligne de crédit. Quittez la table. Ce sera calme au début. Ce sera effrayant. Mais je vous promets, le silence n'est pas de la solitude. C'est la liberté. Et de l'autre côté de ce silence se trouve une vie qui vous appartient vraiment. Ils m'ont traitée de mendiante, mais j'ai réalisé que j'étais la banque. Et la banque est maintenant fermée pour eux, mais ouverte aux affaires pour tous les autres. Si vous vous êtes déjà senti comme l'investisseuse silencieuse de votre propre famille, partagez ceci. Réécrivons le grand livre ensemble. Avant de partir, voici un petit bonus pour être resté jusqu'au bout. Si vous aimez apprendre et grandir comme moi, vous devez essayer les livres audio. J'ai une offre exclusive avec Audible. Votre premier mois est complètement gratuit. C'est un accès à plus de 500 000 titres, 0 coût pour vous. Tous les détails vous attendent dans la description. Ne manquez pas ça.